Petit texte, seconde en seconde, par le déplacement de l'ombre et de la lumière et agité par le travail intérieur du calorique, se trouve en perpétuelle vibration, laquelle fait trembler les et la complète la loi du mouvement éternel et universel. Une immensité bleue quelquefois et vert, souvent s'étend jusqu'aux confins du ciel. C'est la mer, les arbres sont verts, les gazons sont verts, les mousses sont verts, le vert serpent dans les troncs, les tiges non mûres sont verts. Le vert est le fond de la nature parce que le vert se marie facilement à tous les autres tons. Ce qui me frappe d'abord, c'est que partout, coquelicots dans les gazons, pavots, perroquets, etc. Le rouge chante la gloire du vert. Le noir, quand il y en a, zéro solitaire et insignifiant, s'intercède de secours du bleu ou du rouge. Le bleu, c'est-à-dire le ciel, est coupé de légers flocons blancs ou de masses grises qui trempent heureusement sa môme crudité. Et comme la vapeur de la saison hiver ou été baigne adoucie en englouti les contours, la nature ressemble à un tonton qui mue par une vitesse accélérée, nous apparaît gris, mais qu'il résume en lui toutes les couleurs. La sève montée, mélange de principes. Elle s'épanouit en temps mélangé. Les arbres, les rochers, les granits se mirent dans les eaux et y déposent leurs reflets. Tous les objets transparents accrochent au passage lumière et couleurs voisines et lointaines. À mesure que l'astre du jour se dérange, les tons changent de valeur, mais respectant toujours leur sympathie et leur haine naturelle, continuent à vivre en harmonie par des concessions réciproques. Les ombres se déplacent lentement et font fuir devant elles ou éteignent les tons à mesure que la lumière déplacée elle-même en veut faire résonner du nouveau. Ceux-ci se renvoient à leurs reflets et, modifiant leur qualité en les glaçant de qualité transparente et empruntée, multiplient à l'infini leur mariage mélodieux et les rendent plus faciles. Quand le grand foyer descend dans les eaux, de rouges fanfares s'élancent de tous côtés. Une sanglante harmonie éclate à l'horizon et le vert s'empourpre richement. Mais bientôt de vastes ombres bleues chassent en cadence devant elles la foule des tons orangés et roses tendres qui sont comme l'écho lointain et affaibli de la lumière. Cette grande symphonie du jour, qui est l'éternelle variation de la symphonie d'hier, cette succession de mélodies où la variété sort toujours de l'infini, cette hymne compliquée s'appelle la couleur. On trouve dans la couleur l'harmonie, la mélodie et le contrepoint. Si l'on veut examiner le détail dans le détail sur un objet de médiocre dimension, par exemple, la main d'une femme un peu sanguine, un peu maigre et d'une peau très fine, on verra qu'il y a harmonie parfaite entre le vert des fortes veines qui la sillonnent et les tons sanguinolents qui marquent les jointures. Les angles roses tranchent sur la première phalange qui possède quelques tons gris et bruns. Quant à la paume, les lignes de vie plus roses et plus vineuses sont séparées les unes des autres par le système des veines vertes ou bleues qui les traversent. L'étude du même objet, faite avec une loupe, fournira dans n'importe quel espace, si petit qu'il soit, une harmonie parfaite de tons gris, bleu, brun, vert, orangé et blanc, réchauffé par un peu de jaune, harmonie qui, qu'on peut y combiner avec les ombres, produit le modelé des coloristes, essentiellement différent du modelé des dessinateurs dont les difficultés se réduisent à peu près à copier un plâtre. La couleur est donc l'accord de deux tons, le ton chaud et le ton froid, dans l'opposition desquels consiste toute la théorie, ne peuvent se définir d'une manière absolue. Il n'existe que relativement la loupe, c'est l'œil du coloriste. Je ne veux pas en conclure qu'un coloriste doit procéder par l'étude minutieuse des tons profondis dans un espace très limité, car en admettant que chaque molécule soit douée d'un ton particulier, il faudrait que la matière fût divisible à l'infini. Et d'ailleurs, l'art n'étant qu'une abstraction et un sacrifice du détail à l'ensemble, il est important de s'occuper surtout des masses. Mais je voulais prouver que si le cas était possible, les tons quelque nombreux qu'ils fussent, mais logiquement juxtaposés, se fondraient naturellement par la loi qui les régit. Les affinités chimiques sont la raison pour laquelle la nature ne peut pas commettre de faute dans l'arrangement de ses tons, car pour elle, forme et couleur sont un. Le vrai coloriste ne peut pas en commettre non plus. Et tout lui est permis, parce qu'il connaît de naissance la gamme des tons, la force du ton, les résultats des mélanges et toute la science du contrepoint, et qu'il peut ainsi faire une harmonie de 20 rouges différents. Cela est si vrai que si un propriétaire anticoloriste s'avisait de repeindre sa compagne d'une manière absurde et dans un système de couleurs charivariques, le vernis épais et transparent de l'atmosphère et l'œil savant de Véronèse redressaient le tout et produiraient sur une toile un ensemble satisfaisant, conventionnel sans doute, mais logique. Cela explique comment un coloriste peut être paradoxal dans sa manière d'exprimer la couleur et comment l'étude de la nature conduit souvent à un résultat tout différent de la nature. L'air joue un si grand rôle dans la théorie de la couleur
que si un paysagiste peignait les feuilles des arbres telles qu'il les voit, il obtiendra un ton fou, attendu qu'il y a un espace d'air bien moindre entre le spectateur et le tableau contre le spectateur et la nature. Les mensonges sont continuellement nécessaires, même pour arriver au trompe-l'œil. L'harmonie est la base de la théorie de la couleur. La mélodie est l'unité dans la couleur ou la couleur générale. La mélodie veut une conclusion. C'est un ensemble où tous les effets concourent à un effet général. Ainsi, la mélodie laisse dans l'esprit un souvenir profond. La plupart de nos jeunes coloristes manquent de mélodie. La bonne manière de savoir si un tableau est mélodieux est de le regarder d'assez loin pour n'en comprendre ni le sujet ni ses lignes. S'il est mélodieux, il a déjà un sens, il a déjà pris sa place dans la répertoire des souvenirs. Le style et le sentiment dans la couleur viennent du choix et le choix vient du tempérament. Il y a des tons gais et folâtres et tristes, riches et gais, riches et tristes, de communs et d'originaux. Ainsi la couleur de Véronèse est calme et gaie, la couleur de la Croix est souvent plaintive et la couleur de Monsieur Catelin souvent terrible. J'ai eu longtemps devant ma fenêtre un cabaret mi-parti de vert et de rouge cru qui était pour mes yeux une douleur délicieuse. J'ignore si quelques analogistes a établi solidement une gamme complète des couleurs et des sentiments, mais je me rappelle un passage d'Hoffmann qui exprime parfaitement mon idée et qui plairait à tous ceux qui aiment sincèrement la nature. Ce n'est pas seulement un rêve et dans le léger délire qui précède le sommeil, c'est encore éveillé. Lorsque j'entends la musique, que je trouve une analogie et une réunion intime entre les couleurs, les sons et les parfums. Il me semble que toutes ces choses ont été engendrées par un même rayon de lumière et qu'elles doivent se réunir dans un merveilleux concert. L'odeur des soucis bruns et rouges produit surtout un effet magique sur ma personne. Elle me fait tomber dans une profonde rêverie et j'entends alors comme dans le lointain les sons graves et profonds du hautbois. On demande souvent si le même homme peut être à la fois grand coloriste et grand dessinateur. Oui et non, car il y a différentes sortes de dessins. La qualité d'un pur dessinateur consiste surtout dans la finesse, et cette finesse exclut la touche. Or, il y a des touches heureuses, et les coloristes chargés d'exprimer la nature par la couleur perdraient souvent plus à supprimer des touches heureuses qu'à rechercher une plus grande austérité de dessin. La couleur n'exclut certainement pas le grand dessin, celui de Véronèse par exemple qui précède surtout par l'ensemble et les masses, mais bien le dessin du détail, le contour du petit morceau où la touche mangera toujours la ligne. L'amour de l'air, le choix des sujets à mouvement, veulent l'usage des lignes flottantes et noyées.